Salut, je suis Paola Semama, neuropsychologue installée à Paris et aujourd'hui on va parler du cancer du sein. Bonjour, moi c'est Sarah, j'ai 40 ans, je suis pharmacienne à Paris. Je suis la meilleure amie de Paola et j'ai eu un cancer du sein en 2018. On s'est rencontrés, on avait 5 ans et demi, on a atterri au CP et on ne s'est plus jamais quittés. C'est un bon résumé? Ouais, pas mal, c'est ça. J'ai remarqué une personne qui était aussi petite que moi de taille. On s'est retrouvés les deux petites puces de On CP. était les deux plus petites de la classe et je crois que ça nous a permis de nous aimanter et comme des aimants, on ne s'est jamais quittés. On est devenues meilleures amies, on a fait en sorte que nos mères se rencontrent et évidemment elles sont aussi devenues meilleures amies. Donc en fait, sa mère était dans la confidence pour le cancer de ma mère, mais ne l'avait pas dit à Sarah. C'était l'année où à Paris il y avait une tonne de guêpes. J'ai senti une piqûre sur mon sein. J'ai cru que je m'étais fait piquer par une guêpe. Donc j'arrêtais pas de toucher pour voir s'il y avait un bouton ou quoi. Je comprenais pas, il n'y avait pas de bouton et ça me piquait énormément, ça me grattait, ça me faisait pas mal, mais ça brûlait comme si j'avais une piqûre intérieure. J'ai un peu laissé tomber ça en me disant que c'était sûrement une piqûre intérieure. Alors bon, je sais que ça n'existe pas, surtout en tant que pharmacienne. Je savais que ça n'existait pas, mais on essaye de se trouver une raison. Et donc c'était le samedi. Le lundi, j'ai tout de suite vu un gynéco qui m'a fait une échographie. Il m'a dit c'est rien, mais comme on est le 5 août et que tout le monde part en vacances, tu vas te retrouver en vacances angoissée. On va quand même faire une mammo d'urgence pour être sûr que c'est rien. Je sentais que c'était moyen cette histoire, mais bon, j'ai fait mon écho et ma mammo plus ou moins tranquillement. Je suis sortie de la salle d'attente, enfin de l'examen, et j'ai trouvé ma mère et mon mari dans la salle d'attente, ce qui n'était pas du tout prévu, donc j'ai compris qu'il y avait un souci. Et là on m'a dit tout de suite biopsie, rendez-vous chez le chirurgien, enfin un gros tourbillon qui a commencé où je comprenais rien. J'ai tout de suite pensé à mes enfants, je me demandais si j'allais pouvoir les éduquer, bon, tout le stress qui arrive quand on l'apprend. Et bon, les médecins ont vite réussi à me rassurer, et après voilà, le tourbillon d'examen, de traitement et tout ce qui s'ensuit, quoi. J'ai été prise en main en moins d'une semaine, j'avais déjà tous mes rendez-vous de prévus. J'avais des vacances de prévues 10 jours après. Donc j'ai demandé à mon oncologue si je pouvais partir en vacances, si ça pouvait attendre 15 jours, parce qu'entre le moment où on vous l'annonce et le moment des traitements, j'avais besoin d'avoir ces vacances pour déconnecter et pour ne pas priver mes enfants des vacances, parce que je savais que c'était un moment difficile qu'ils allaient passer quand même après. Donc il m'a dit que ça pouvait attendre 10 jours, donc je suis partie en vacances, plus ou moins tranquillement, et à la rentrée, j'ai commencé les traitements, donc le 4 septembre. Alors j'ai eu des chimios toutes les 2 semaines, jusqu'en octobre, jusqu'à qu'on parte en vacances. Après j'ai fait des chimios toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines après, jusqu'en janvier. Après en février, je me suis fait opérer. Et je précise qu'il n'y a pas eu d'ablation du sein. Non, j'ai enlevé que la tumeur. Et toute la chaîne ganglionnaire. Voilà, il faut quand même préciser qu'il y avait aussi la chaîne ganglionnaire qui était touchée. Ouais. Et après j'ai fait de la radiothérapie pendant 2 mois. Et après j'ai fait ce qu'on appelle de l'herceptine, c'est de l'immunothérapie pendant 2 ans, mais c'était une injection toutes les 3 semaines à l'hôpital sans effets particuliers, donc pour moi c'était fini, quoi. C'était un traitement. C'est un moment qui n'est pas douloureux physiquement, mais je pense que pour les femmes, c'est un moment très compliqué de ne plus avoir de cheveux. De voir ses cheveux perdre. Enfin, c'est le premier aspect de la maladie en fait, physique qu'on voit, c'est les cheveux. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent je suis malade, mais mes cheveux. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est rien. Donc c'est un détail quand on est malade, mais quand on le vit, c'est quand même difficile. Bien sûr. Et je me souviens d'ailleurs, justement, on avait été chez le perruquier, je sais pas si tu te rappelles, ensemble, et t'en essayais plein, et t'avais encore des cheveux. Donc c'était compliqué de se projeter, en fait. Ouais, j'ai acheté mes perruques au tout début, parce que je voulais pas me retrouver un jour sans cheveux et ne rien pouvoir mettre. Donc ce jour-là, c'était très sympa. J'en avais essayé plein, des longues blondes, des courtes rousses, des raides, des bouclés, je m'éclatais. Quand les cheveux repoussent, on sent que c'est la fin, quoi. Et je me rappelle, ils étaient tout doux, comme des cheveux de bébé. Ouais, c'était tout blanc. Et c'était tout blanc. Incroyable. Finalement, t'avais pas particulièrement maigri. Un peu. T'es méchante. J'ai acheté des robes que j'ai jamais mises d'ailleurs. J'allais dans les boutiques, je pouvais acheter tout ce que je voulais. Je faisais 45 kilos.
Et justement aussi dans les effets secondaires, donc tu avais ces nausées quand même qui étaient plus que présentes, la fatigue, les C'est vertiges, le pire. tu avais la fatigue, tu avais envie de dormir tout le Ouais. temps, tu n'avais Les plus envie de vertiges, sortir du lit. Ouais. Bah en fait, c'est ce qu'il me disait mon oncologue. Et il me disait c'est une fatigue qui se guérit pas avec le repos. Donc en fait, plus vous vous reposez, enfin ça va rien changer en fait. C'est pas parce que vous vous reposez que vous allez être fatigué. En fait, il faut faire du sport. Enfin, je pense que lui, il a pas de cancer parce que tu peux pas faire du sport tellement t'es crevé. Donc je lui disais mais moi je veux bien me lever faire du sport, mais il y a des jours où je peux même pas me lever. Je me souviens très bien de ça parce qu'en fait, ma mère m'avait dit, donc elle avait plus de muscles à force de pas marcher, de pas faire du sport. Et elle m'avait dit, dis bien à Sarah qu'il faut qu'elle se lève, qu'il faut Je me qu'elle suis mise marche. au yoga. C'était génial. Mais bon, je sortais des cours en pleurant parce que mon épaule, elle me permettait pas de tenir sur les positions. Donc j'étais super triste. Mais effectivement, tu avais la perte, enfin la fonte de ta masse musculaire qui a été très rapide. Et donc il fallait que tu continues à maintenir quand même un petit peu au moins la marche. Puis il y avait ton deuxième fils qui était tout bébé, donc il fallait le prendre dans les bras. Donc malgré tout, enfin... Je l'ai pas porté pendant un an. Ouais, je me souviens aussi. Je l'ai pas pris dans les bras, je pouvais pas. Mais ouais, je marchais un petit peu. Bah, au début, j'ai travaillé longtemps. Hein. Au début, je continuais à travailler pendant longtemps et un jour, je me suis dit, là, si je dois mettre mon énergie quelque part, c'est avec mes enfants, c'est pas au travail. Et puis, je m'engueulais avec les gens toute la journée. Enfin, ils venaient, ah, j'ai mal là, me vous rendez pas compte, c'est très grave. Et je pétais des câbles, donc je m'engueulais avec eux, je les insultais parfois. J'ai arrêté, je me suis dit, je peux plus travailler dans ces conditions, donc j'ai arrêté. Et je me suis dit, les forces que j'ai, bah, je les mets avec mes enfants, je vais pas me lever pour aller travailler, enfin, ça n'avait plus de sens, quoi. Mais il y a des jours, ouais, il y a des jours où on peut pas se lever du lit. Mais surtout avec la deuxième chimio, parce qu'en fait, c'est ce qu'on... Dans la deuxième chimio, ils te mettent un anti-allergique hyper fort, on perd. Et en fait, c'est ça qui fatigue en fait plus que le produit. Et donc je sortais de la chimio, je me rappelle, ma mère elle venait me chercher, elle était hyper angoissée parce que toute la route je dormais. T'étais déjà claqué. Et elle me disait, mais j'arrivais même pas à monter chez moi. Mais c'était pas la maladie ou le traitement, c'était vraiment cet anti-allergique qui me claquait au sol. Et pendant 3 jours je dormais quoi. Et après je recommençais. Donc la deuxième chimio, je pouvais plus bouger. C'était beaucoup moins désagréable que la première, mais je faisais que dormir. Je pouvais dormir une semaine non-stop. On peut préciser que tu es déjà une grosse dormeuse. J'étais 3 gosses qui va dormir. J'ai bien sûr appelé la mère de Paula parce qu'elle avait eu la même chose et que c'était comme ma mère. Et j'ai appelé Paula, mais je crois avant ou après, je sais plus. Je me souviens pas, mais en fait, moi tu m'as appelé, on était le 8 août, je me rappelle parce que j'étais en train de fêter mon anniversaire de couple avec Olivier. Ah oui. Et je choisis mon moment. Et donc elle m'appelle et je me dis, ah, elle veut me souhaiter mon anniversaire. et elle me dit, ça va? Je dis, bah oui, ça va. Donc on était en vacances. Et là je dis, ouh la merde, je sens que ça va pas. Sa mère était dans la confidence pour le cancer de ma mère, mais ne l'avait pas dit à Sarah. Et donc quand Sarah me l'a dit, j'ai pris la liberté de lui dire que ma mère était aussi dans ce combat-là, et elle me dit, ah c'est elle. Elles ont traversé cette épreuve en même temps, et moi je sais que ma mère m'a toujours dit, et je pense qu'elle te l'a dit, si le fait que Sarah ait eu son cancer en même temps, ça m'a donné une force monstrueuse parce que je ne pouvais pas lui montrer que moi je ne tiendrais pas, il fallait que je lui montre qu'on allait être fortes ensemble. Quand on dit ce qui va pas, on attend toujours beaucoup de choses en retour, et je sais que dans ce cas-là, c'était un peu compliqué pour les gens. Et donc, je voulais pas attendre de choses de gens qui ne viendraient pas. Donc, j'ai décidé de ne pas en parler. Et aussi, je voulais que tout passe naturellement. Aujourd'hui, avec du recul, je pense que j'aurais préféré en parler. J'avais peur que les gens changent à mon égard. Et j'avais peur d'être déçue de la réaction des gens, en fait. Ma mère m'avait dit qu'elle voulait pas le dire parce qu'elle voulait pas qu'on la prenne pour une malade. Elle voulait continuer à vivre normalement, que c'était... elle voulait pas qu'on la considère malade. Ce que je disais, c'est que moi, je voulais continuer à sortir, je voyais mes amis, je voulais qu'au resto, on parle de 100 000 sujets et pas de moi, de comment ça va, de t'es malade, tu vomis pas. Donc, je voulais que ça reste normal avec mes amis. Donc, quand je sortais,
personne me demandait comment ça allait parce que personne ne savait. Donc c'était plus naturel et moi ça me faisait penser à autre chose pendant qu'on sortait, donc c'était pas mal. Après il y a des moments où on aimerait que les gens prennent des nouvelles, mais bon s'ils savent pas, ils peuvent pas en prendre. Donc il y a un peu de choses comme ça qui m'a manqué. Après il y avait Paula qui m'a offert un petit carnet où je notais toutes mes idées tous les matins. J'avais tous mes rendez-vous dessus, parce qu'il y en a une tonne. Et j'avais Paula qui me coachait tous les jours, avec les bonnes pensées du jour. Ça, je m'en rappelle. Donc voilà, parfois un petit groupe, ça suffit. D'ailleurs, je me rappelle très bien que quand tu m'as annoncé, je t'ai dit, mais t'en fais pas, tout va bien se passer, on est rodés maintenant, on sait exactement, je sais pas si tu te souviens, je t'ai dit, on sait maintenant dans quel ordre il faut faire et comment on va faire et on va se battre. Et c'est vrai qu'avec ma mère, on avait mis en place, je sais pas si tu te souviens, ce régime, merde, comment ça s'appelle? Sans sucre? Ouais, mais comment ça s'appelle? Bah, ta mère, elle m'a mis des chocolats, de la pâtisserie sans sucre toute la journée. Ça arrête de manger du sucre, les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre, mange du chocolat sans sucre. Et elle m'en amenait. C'était pas bon. Tu t'en fais une quand même. Et donc quand toi tu me l'as annoncé, pareil, je me rappellerai toute ma vie de ce moment-là, je sais exactement où j'étais, même, enfin tout parfaitement en fait. Et je me rappelle même la fin de la journée, j'étais à Barcelone et je marchais dans les rues et je me suis dit, faut que je rentre à la maison, mais en même temps je ne sais pas quoi faire et donc je me suis dit, mais putain, c'est pas possible que ça arrive à mes deux femmes en fait, entre ma mère et toi. Enfin, tu vois, j'avais déjà ma fille, mais vous êtes mes deux femmes grandes, tu vois. Enfin, ta mère, ma mère, toi, enfin, vous faites partie des femmes de ma vie, quoi. Il y a un truc. Ouais. Non, mais donc, je me rappelle très bien de ce moment en fait, et on se sent tellement impuissante parce qu'on se dit que c'est une telle souffrance que vous allez traverser, parce que j'avais vu ma mère. C'est 3 mois avant toi et je me suis dit putain mais t'es ma petite guerrière, donc je sais que t'es capable de le traverser, mais j'avais pas envie de vous voir souffrir. En fait pour nous aussi c'est une souffrance parce qu'on aimerait prendre de votre souffrance, on se sent impuissant et puis en fait on se dit on va vous dire allez faut y aller, mais en fait parfois c'est de la merde en fait ce qu'on vous dit. C'est important. Tu m'as accompagnée à mon premier rendez-vous. Je me rappelle. L'infirmière elle me parlait, j'écoutais même pas, et toi tu m'as tout débriefé après. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, les ongles avec ce vernis, cette crème, ce machin, les cheveux qu'une fois par semaine, tu les laves pas. Oui, il fallait pas trop. Moi je retenais rien, je comprenais rien, et après tu m'as dit je t'expliquerai tout après, c'est pas grave. D'abord j'avais fait les autres rendez-vous avec ma mère, donc c'était rodé, et oui, on avait ce truc de savoir déjà un peu quoi manger, quoi mettre comme crème, comment te masser après l'opération, le vernis à ongles effectivement aussi que maintenant tu vends dans ta pharmacie parce que justement tu as été beaucoup plus sensibilisée à ça. Il y avait il y a eu beaucoup de choses à mettre en place après, et je dirais qu'il y a eu un avant et un après en fait. C'est sûr. Ça a atteint ta féminité, mais ça ne t'a pas empêché de continuer à être une femme. Tous les trucs qui pour nous sont futiles et qui en fait servent parce qu'on ne perd pas ses ongles, c'est quand même affreux de perdre ses ongles, ça nous permet de garder un peu nos cheveux. En fait, c'est tous les trucs un peu d'à côté des traitements. Bah, elle ne peut pas vivre les traitements à ma place, heureusement, mais tout ce qui était de l'à côté, en fait, elle était là pour me dire comment faire et tout, et puis tout le côté psychologique. Parce que c'était beaucoup de coaching, on va dire, de m'appeler, de aller, fais ci aujourd'hui, essaye de te lever. Il y avait des jours où je ne pouvais pas me lever, donc de donner de la force, en fait, moralement, qui est hyper importante, parce que parfois, on n'a pas la force physique, et ça, on ne peut pas nous la donner, mais on peut nous donner la force mentale. Donc, c'était tout le coaching, son petit carnet que j'essayais de remplir parce que je savais qu'il fallait qu'elle voie que je l'ai rempli, mais il y a des fois où j'avais pas très envie d'écrire des trucs, mais j'avais plein de stylos de couleurs pour les rendez-vous de chaque médecin. Oui, parce que je t'avais dit, en fait, chaque rendez-vous, il faut que ça soit noté d'une couleur différente. Et j'avais sa mère qui donc avait 3 mois d'avance, on va dire, et qui m'expliquait un peu tout le cheminement de comment ça allait se passer, cette chimio était plus chiante que l'autre, parce que ci, parce que ça, que vraiment, pour nous, c'était dérisoire, les crèmes,
les ongles, les cheveux et tout, mais qu'en fait c'était hyper important pour se sentir bien, parce que quand on se sent bien physiquement, bah, ça aide. Donc voilà, j'avais 2 coachs de cancer. Après, il y avait ton mari qui m'appelait. Voilà. Et C'est genre tout va très bien. Mon mari c'est le plus angoissé du monde. Et là pendant cette période, je sais pas, tout était rose, tout allait très bien. C'était magnifique. J'allais super bien. Allez, lève-toi, va au parc avec les enfants. Mais je ne peux pas bouger du tout. Mais si, allez. Mais j'essayais par tous les moyens d'être utile en fait, parce qu'on c'est vrai, on fait rien en fait. Bah si, l'accompagnement moral c'est beaucoup. Et ce que vous voulez faire physiquement, vous pouvez pas vous substituer. Non. Mais c'est important de se sentir soutenu. C'est ça qui est important de toute façon. Ça me faisait du bien, ouais, ça me faisait du bien que Pao m'appelle, qu'elle me coach, ça me faisait du bien que les proches prennent des nouvelles. Alors, en fait, je demandais tout le temps j'avais déjà 2 garçons, et je demandais tout le temps à mon coloc si je pouvais avoir un autre enfant, parce qu'on avait toujours prévu d'avoir 3 enfants. Et il me répondait, bah, vous avez déjà 2 garçons, c'est bien. Ok, donc j'ai compris que ça n'allait pas. Au rendez-vous d'après, c'est pas que j'en voulais spécialement, mais pour savoir en fait si c'était dangereux si je tombais enceinte. Et donc à chaque fois, il me disait, bon, vous avez déjà 2 garçons, c'est bien. Voilà, j'ai été voir une autre gynécologue un jour pour faire un examen. Et elle m'a dit, votre ovaire gauche est complètement arrêté, il n'y a plus d'activité. Et elle a fini sa consulte en me disant, bon, bah, les miracles existent. Tous les ans, je refaisais batterie de IRM, écho, mammo, scanner, TEP-scan. Et je rentre dans le scanner et il y a une grosse affiche. Si vous êtes enceinte, surtout prévenez-nous, ça peut être dangereux et tout machin. Je savais que je pouvais plus avoir d'enfant, mais cette affiche m'a angoissée. Et je me suis dit, imagine, je suis enceinte et que je fais cet examen et qu'en fait, ça pose un problème. Et je me suis dit, bah, c'est ridicule. C'est ridicule, je suis pas enceinte. Donc je fais l'examen. Et la nana me dit aucun risque d'être enceinte et tout. Et je lui dis non, aucun risque. Mais sinon, et elle m'a dit bah, ça peut être grave pour le bébé et tout. Elle me dit vous êtes sûre? Je dis non, je suis sûre, aucun risque. Mais j'étais très angoissée de faire cet examen. Je suis sortie, je vois mon mari, quand la surprise, qui en fait me dit qu'il peut jamais venir et qui est tout le temps là. Et je lui dis, il m'a dit t'as prévenu que tu pouvais être enceinte? Je lui dis mais je suis pas du tout enceinte. Il m'a dit j'ai un ressentiment. Je lui dis bah c'est marrant parce que quand j'ai vu l'affiche, ça m'a angoissée. Et j'ai laissé tomber cette idée, je me suis dit bon je laisse tomber. Puis 2 jours après j'ai quand même fait un test parce que ça me trottait dans la tête et c'était positif. Donc je faisais régulièrement mammographie et échographie mammaire. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait, pour moi, Octobre Rose, chaque année, au moins c'est mon repère, je me dis, en octobre, je fais mammo-écho. Et je fais pareil, mon rendez-vous gynéco. Voilà. Et chaque année, en fait, ça me permet d'avoir un repère, en fait, pour le faire de manière vraiment instinctive et automatique. Et je me souviens, effectivement, quand je t'ai dit, mais t'as jamais fait de mammo ou d'écho? Tu m'as dit, non, en fait. Et je sais pas s'il faudrait le faire de plus en plus jeune. Bah là, ils ont avancé l'âge des mammographies. Mais après, à partir de quel âge tu le fais? T'as des filles de 25 ans qui ont des cancers. Après, tu vas pas mettre une mammographie à 20 ans chaque année. Non, mais si tu vas chez le gynéco, il y a une palpation. Donc quand même, c'est un premier repérage. Il faut se faire suivre, ça c'est sûr. Que ça peut arriver à tout âge, ça c'est sûr. Et que ça arrive de plus en plus jeune. Et chez les hommes aussi. Et est-ce que tu peux expliquer, pour les femmes qui ne savent pas, ce que c'est que la chaîne ganglionnaire? Parce que ça, moi, j'ai découvert ce terme, évidemment, au moment où ma mère m'a dit j'ai un cancer du sein et la chaîne ganglionnaire est atteinte. Et je me suis dit, de quoi elle me parle? En fait, on a une chaîne ganglionnaire, là, qui part du sein. Donc des ganglions. Avec des ganglions. Et en fait, t'en as plus ou moins qui sont atteints. Ils peuvent t'en enlever 1, 2. Moi, ils m'ont enlevé toute la chaîne parce que j'en avais 9, je crois. Je sais plus. Je me rappelle même plus des détails. Heureusement, on oublie en fait. Donc ils m'ont enlevé toute la chaîne ganglionnaire. Et c'est pas du tout agréable parce qu'après, on ressent plus rien dans le bras. Elle m'avait donné sa kiné d'ailleurs. J'ai fait 2 ans de kiné. Ouais, non, ça va. Mais t'as j'ai plus de sensation. Non, j'ai pas de douleur, j'ai plus de sensation. Mais pendant très longtemps, t'as eu des douleurs? J'ai eu une douleur à l'épaule. J'ai eu une capsulite. Ouais, ça je me rappelle. Et en fait, comme ils enlèvent la chaîne ganglionnaire, on ressent plus rien en fait. Donc j'ai tout
L'avant-bras. Anesthésie, comme anesthésie. Comme anesthésie. C'est bien quand on s'épile. Oui, et on s'épile pas aussi pendant qu'on est malade, c'est bien. Merci d'avoir partagé ça parce que tu as partagé quand même quelque chose qui est important pour toi et certainement pour d'autres femmes aussi. Moi aussi, ça aide, je suis contente.